C'est l'histoire d'une passion souvent incomprise qui se transmet de génération en génération, la chasse. C'est l'histoire d'un pays que certains ne connaissent qu'à travers les récits familiaux et qui est pourtant en train de devenir leur Eldorado, l'Algérie. Deux histoires, deux reportages, c'est maintenant dans Enquête de région. Ils se disent premiers écologistes de France, un slogan lancé fin août par la Fédération nationale des chasseurs et qui fait bondir leurs opposants. Eux ne voient dans leur fusil qu'une arme pointée vers les animaux et encore accidentellement contre l'homme, comme le 13 octobre dernier en Haute-Savoie. Alors comment des gens qui se décrivent sincèrement comme des amoureux de la nature en arrivent à donner la mort? Pour tenter de comprendre ce paradoxe, nous sommes allés à la rencontre des chasseurs des Alpes-Maritimes. Dans le Haut-Pays, la chasse constitue parfois le dernier lien social des petits villages. Alors les pères transmettent à leurs fils ce que leurs propres pères leur ont transmis, le virus de la chasse. Chasseurs nés, c'est le premier reportage d'Enquête de région. « 6 heures du matin, deux points lumineux entament leur ascension sur les hauteurs de Tende. Deux hommes, deux chasseurs, levés à l'aube pour repérer leur cible avant le lever du jour. Ils vont traquer le chamois. Les chamois, ils ont tendance à surveiller le danger qui vient du bas. Et il faut qu'on monte tant que le vent il descend, parce que vers 9-10 heures, il va s'inverser. Et là, il va monter. Facilement repérable par l'odorat. C'est Robert Galliot qui ouvre la marche. Il connaît bien la zone. Il préside la société de chasse de Tende. Dans ses pas, le président de la Fédération des chasseurs des Alpes-Maritimes. Aux premières lueurs du jour, les deux hommes atteignent le territoire du chamois. Sinon, il faut qu'on cherche plus ici, qu'on prenne le temps. On va avancer un peu. Après, on revient. Très vite, un premier animal se montre. Ce n'est pas celui qu'il cherche. Regarde, c'est un bouquetin sur la crête là-bas, en face de nous. Un gros bouquetin. Il ne tirera pas. Ah non, c'est protégé. Il faut encore grimper. Après 2 heures de marche, il distingue un groupe, au loin. Mais tu les vois peut-être pas de Attends, coucher. je regardais les corps, mais il baisse la tête, le couillon. Allez, lève la tête. Hein. Il y a un bouquetin mâle, une étagne et un chameau. C'est quoi des étables? C'est la femelle du bouquetin. Le chamois est à 800 mètres. Trop éloigné pour un tir. Les chasseurs vont se rapprocher lentement. Contrôlé. 285. 285 mètres. Les deux hommes ne se sont pas fait repérer, ils peuvent encore progresser. Ils passent les 2300 mètres d'altitude sans un regard pour le lac de Perfik. Il nous a vus. Pas le temps. 212 mètres. Ah, il va partir. Bon, allez, j'ai tiré. Ouais. J'ai raté. Il s'est cabré tout après. Bien joué. Tu l'avais pris à la première et ça Tu l'avais pris à la première, non? Oui, il s'est cabré comme ça. Qu'est-ce qu'il Non, c'est bon, il s'en allait plus. Bien joué. Combien? 200?
212. C'est bien 212, c'est pas Vous l'avez mal. eu là? Ouais, il est tombé, ouais. Avec 2 balles. J'ai tiré pour pas le laisser souffrir. La première. Parce que des fois, il traverse le cœur, mais il met 1 minute ou 2 minutes à mourir. Donc quand c'est comme ça, je préfère assurer. La Fédération de chasse estime à 12 000 le nombre de chamois dans les Alpes-Maritimes. La préfecture autorise cette année les chasseurs à en tuer plus de 1300. Beau petit mâle. Lui sera l'un des 118 chamois attribués à la société de chasse de Tende. Il sera comptabilisé. Le bracelet est posé. La bête peut maintenant être déplacée et éviscérée. La ramener sans l'éviscérer, c'est pas bon parce que au niveau de l'estomac, il y a des proliférations de bactéries après. Même quand on a l'habitude, la première fois, ça fait quelque chose. Il va être lourd, hein. C'est vrai que l'animal mort, ça ne laisse pas indifférent, c'est évident. Mais bon, c'est notre vie, c'est comme ça, quoi. Donc quelque part, pas trop de sentimentalisme. Le président de la fédération n'a pas d'état d'âme non plus. C'est son 200e chamois. C'est dommage, on lui a enlevé la vie, mais bon, c'est comme ça. C'est le but de la chasse, d'ailleurs, quelque part. C'est le jeu de la vie et de la mort. Et c'est l'histoire de la nature. La nature, beaucoup de gens oublient que c'est impitoyable. À la Croix-sur-Roudoul, près de Puget-Théniers, les chasseurs ont une cabane. C'est la mairie qui leur a offert. Ce matin, c'est jour de battue au sanglier. Tenue orange obligatoire. Identifier avant de tirer formellement les animaux. On va tirer qu'au cochon, donc il n'y aura pas trop de difficultés. Hein. Par contre, si vous voyez arriver une mère avec des petits sangliers, évitez de tirer la mère, tirez un petit pour les chiens si vous voulez, vous arrêtez les chiens. Roland Glanis assume le rôle de chef de battue. Sa responsabilité peut être engagée en cas d'accident. Les panneaux, c'est pour alerter les randonneurs ou les cueilleurs de champignons. Ça leur est pas interdit. Donc c'est à nous après d'être vigilants voilà, pour la sécurité. Voilà. C'est son obsession, la sécurité, d'autant que ce jour-là, sur les 22 chasseurs, il a un jeune invité, un adolescent. À 15 ans, le jeune homme doit encore attendre 1 année avant de passer son permis de chasse. Mais il peut déjà utiliser la carabine de son père. C'est la chasse accompagnée. C'est le passage des animaux. Tu vois les dragues là, ici. T'en as une là plus bas. T'en as deux en dessous. Voilà. Et là, tu peux tirer jusque là où où tu vois, alors ça risque rien. Bon, moi je vous dis merde. Hein. D'accord. Je m'avais derrière là-bas. Le binôme est posté. Sullivan peut charger son fusil. Mais la sécurité. Tu fermes. Allez. Parfait. Allume le point rouge. Pendant toute la durée de la battue, il ne bougera plus. Il ne lui reste plus qu'à attendre le sanglier. Voilà. Parfait. Le face-à-face ne lui fait pas peur. Non, pas forcément. Ça dépend. Peut-être impressionné, un peu. Mais sinon, non. C'est un moment unique en fait. On ne peut pas savoir comment ça va se passer. On ne peut pas prévenir à l'avance. Il peut ne pas passer sur les drailles, sur les passages. Être au cœur de la forêt, en dehors des sentiers, pour le père et le fils, ce sont des moments privilégiés. Il doit y en avoir là-dedans des cervidés. Ça me fait plaisir parce qu'on passe, on passe des bons moments ensemble. Voilà. On pourrait passer des moments ensemble à jouer au ballon. Mais bon, voilà. Il est accroché à la même passion que moi. Ça lui plaît. Je suis content pour lui, voilà. En contrebas, les chiens s'agitent. Ils ont senti un sanglier. Ils vont tenter de lever la bête pour la faire fuir. Ça va aller vite là. Mais le sanglier ne passera pas par là. Les chiens ont arrêté d'aboyer. Ils ont perdu la trace de l'animal. Ouais. La tension retombe. La battue est levée au bout de 4 heures.
le sanglier est passé plus haut. J'ai des chiens qui sont montés en crête, ça a tiré derrière. Sur l'autre colline, un chasseur n'a pas manqué sa cible. C'est bien, ouais. Et avec le 243 ? Ouais, une balle. Il est resté net ? Ouais, quasiment. C'est pas votre premier? Non, 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 non. Ça fait quelques-uns déjà, oui. C'est-à-dire? Une cinquantaine, depuis que je chasse. Et ça fait combien d'années que vous chassez? 5 ans. Et là, ça vous fait quoi de le voir là? Presque peine. Mais bon, c'est... Après, on va à la chasse, hein. Mais ça fait... On est content de tuer, mais quand on arrive et qu'on voit la bête morte, ça fait toujours un peu de peine, quoi. C'est un peu paradoxal quand même. Ouais, complètement. Ça s'explique? Une passion qu'on m'a appris depuis tout petit. Et puis après, c'est la finalité de la chose, on y va pour ça aussi. Donc, c'est comme ça. On regrette pas. De retour au village, avant de passer à table, les chasseurs ont droit à un énième rappel des consignes de sécurité. C'est pas un conseil, c'est de la réglementation. Dans un véhicule, l'arme est toujours transportée, déchargée, démontée ou sous étui. Tous les équipiers se sont rassemblés dans la salle des fêtes. Tous attendent la daube. Un sanglier tué la semaine précédente. Et alors, elle a mijoté, hein. Marie Martin en est à son 3e mandat de maire. La Croix-sur-Roudoule ne compte que 100 habitants à l'année. Les chasseurs participent régulièrement à l'animation de son village. Et s'il disparaissait, c'est vrai que le village, il y aurait un manque, un vide, et notamment en saison hivernale, puisque c'est le moment où le village a le moins de monde. Parce que dans leur société de chasse, bon, il y a des gens qui sont venus au tout début, puis qui se sont installés à la Croix, qui ont acheté des maisons, qui s'y plaisent et qui viennent avec leur famille. Donc ça nous a permis de nous repeupler. Bientôt, elle me fait tomber. Pauvre chienne, elle a failli se faire mal avec toi. Tu vois, c'est beau vert, hein. Il y a des sauterelles. Ils ont vraiment fait du bon boulot, là. Débroussaillage, élagage, ce sont 40 hectares de travaux que la Fédération des chasseurs a fait réaliser à Sipierre. Sur ces parcelles, on ne cultivait plus, ni pois chiches, ni lentilles. Les arbustes avaient remplacé l'herbe. La végétation s'était refermée. Il y a des espèces animales qui sont vraiment inféodées à ce type de milieu. Et du coup, si la végétation devient trop dense, elles n'ont plus leur habitat, donc leur effectif diminue et à terme, elles peuvent même disparaître de certains secteurs. Grâce au débroussaillage, les chasseurs ont participé à la réhabilitation de la perdrix rouge. Ils peuvent à nouveau la chasser, mais ils se défendent. S'ils rouvrent les milieux, ce n'est pas uniquement pour conserver leur terrain de jeu. L'objectif, c'est la biodiversité, que ça soit chassable ou non chassable. Donc, si vous voulez, les chasseurs font partie des principaux acteurs de la biodiversité par les actions qu'ils mènent depuis X années. Après, nous, si vous voulez, on n'est pas focalisé sur la chasse. On est focalisé sur toutes les espèces en général, puisqu'on est écolo, nous aussi, quoi. On n'est pas là que pour dézinguer ou détruire. Forcément, on est capable de faire des efforts de gestion. La preuve ici, on ne chasse que 4 demi-journées par an, quoi, avec un prélèvement d'un oiseau. À Saint-Césaire, les grives cuisent depuis une bonne heure maintenant. Et là, on fait un peu les croûtons pour qu'il y ait un peu de jus sur tout le pain. Alain Mourlan en mange depuis toujours des grives. C'était le repas du samedi, en famille. Ce qu'il chasse aujourd'hui est beaucoup plus gros. Je l'ai tué avec cette flèche-là. Mais vous n'utilisez que l'arc, vous? Non. Non, le week-end, je chasse avec les collègues au fusil. Je fais le cow-boy. Et le mercredi, l'Indien. Voilà. L'hôte de la soirée, c'est Gilbert David, président de la société de chasse de Saint-Césaire, terre de prédilection pour la chasse aux grives.
À l'entendre, il est loin le temps où l'on comptait ses cartouches avant d'aller chasser. Quand on fait 2-3 brochettes par an, ça suffit largement. Certains, je ne cautionne pas pour eux parce qu'ils tuent beaucoup plus de grives que ceux qui devraient tuer. Ils ne sont pas raisonnables et j'ai bien peur qu'un jour, on finisse par que ça devienne désormais très très rare et c'est pas sûr qu'on continue à en manger. À sa table ce soir, certains reconnaissent avoir eu par le passé la gâchette un peu facile. Les excès, on les a fait. De jeunes, on les a fait. On a fait les excès. Puis un beau jour, on se réveille et on se dit c'est nul ce qu'on fait. Donc on rentre dans une autre approche de la chasse qui devient très très respectueuse. Nous, on voit maintenant avec mon ami Michel, quand on monte au chamois, avant de tirer un chamois, je peux vous dire, celui-là il n'est pas beau, celui-là il est trop gros, celui-là il est trop jeune. Alors qu'avant, d'une époque, mais on aurait tué notre père et notre mère pour tuer un chamois. Voilà, donc ça, c'est bien. Pourquoi Pourquoi Parce qu'on a réfléchi. On n'est pas... Non, mais pourquoi vous auriez tué père et mère pour avoir un chasse? La passion, elle dépassait la raison. Mais la passion de quoi? De la chasse à tout prix. C'était la chasse à tout prix. D'avoir un trophée? D'avoir un trophée, d'avoir le nombre. On reconnaît qu'on a couru derrière le nombre. Et on l'a eu le nombre. Puis un matin, on s'est réveillé, on a dit oh, c'est bon, stop, c'est fini, on arrête. C'est complètement idiot. Il faut les manger de suite. Ah oui, mettez le couteau, voilà. C'est une mauvaise fourchette que tu as pris. Ça fait... Avec les doigts, on mange. Voilà, obligé. Hein. Ophtalmologue, professeur, technicien, retraité, tout le monde a son rond de serviette. Jean-Michel Bezombe enseigne le sport. Il a grandi avec les récits de son père. Des histoires de ruralité, de chasseurs et de sangliers, la bête noire, celle qui le passionne depuis tout petit. De son père, il a gardé le fusil. Mon père, il me faisait élever des lapins. Il me faisait élever des lapins pour mon argent de poche. Et comme il avait un restaurant. Et après, il fallait que je les tue pour qu'il me les paye. Donc on avait intégré ça. C'est les choses qu'on avait intégrées. Il y avait la vie. Et puis pour les manger, il fallait les tuer. On vit dans un monde où en fait c'est ça, c'est la vie, la mort, les forts, les faibles et tout ça. Et nous on en a fortement conscience. Plus probablement que certaines personnes qui sont dans leur ville, qui sont là, qui ne comprennent pas qu'il puisse y avoir un accident et pourquoi il se passe ceci. Quand quelqu'un se casse la figure en montagne, il faut trouver un responsable. Il s'est cassé la figure en montagne parce qu'il s'est cassé la figure en montagne, point à la ligne. C'est un rapport à la mort qui est peut-être différent. Je ne sais pas, il y a un rapport différent. Allez, je vais te chanter, monsieur le président, je vais vous chanter de belles chansons. Contra Marino di Mar, che vendete là. La semana dell'anno di mezzo del seno, di stato del strato, di vento del seno, di giorno del faglione, di becco dell'erba, di mar, de là, di lune de fassun. Retourne-ti, Marie, despaccio-ti che plou, matin à la Je sais pas, ils ont annoncé du vent aussi, non? C'était principalement hier le vent. Il fait beau à Saint-Étienne-de-Tinée. Ces quatre-là sont chanceux. Ils ont une longue marche à accomplir avant d'apercevoir celle qu'ils sont venus chasser. La perdrix Bartavel, la perdrix royale de Pagnol. On va remonter cette vallée où il y a deux petits lacs, essayer de les trouver dans les pierriers, et puis après à nouveau basculer sur des grands alpages qui sont à la frontière italienne, là, sur le pas de Colalongue. Iguane, le pointer, Ibis, le setter. Les deux chiennes sont créancées sur la Bartavel. Elles ont été dressées pour suivre son odeur et ne pas se laisser distraire par d'autres animaux. Je sais pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il y a? Les chiennes sont à l'arrêt. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je pense pas. Hein. Cette fois-là, Iguane et Ibis ne feront pas la gloire de leur maître. La journée n'est pas perdue pour autant. Le territoire de chasse est immense, comme la montagne, presque sans limite. Des endroits vierges de tout. Pas de clôture, pas de route, pas de tronçonneuse, rien. Plus personne. Ah, et c'est ce qu'on recherche. Voilà, il y a de la place encore. Hein. Tout ça, là. Il arrive aux deux amis de poser leurs fusils pour participer au comptage des espèces ou pour entretenir des sentiers de randonnée. Je comprends que les personnes qui ne sont pas à nos contacts puissent se dire tout compte fait, ces garçons, ils parlent de ça, mais c'est des tueurs. Oui, je peux le comprendre.
je peux le comprendre. Mais c'est comme ça. J'ai pas d'explication. C'est dans le fond intérieur des chasseurs que nous sommes chasseurs. Voilà. J'ai essayé l'appareil photo, oui, mais ça ne me fait pas vibrer comme la chasse. Sur d'autres sommets, à Péonne, il y en a un qui a franchi le pas. Désormais, lorsque Jean-Paul Daniel sort se balader, il s'arme de patience uniquement. Là, c'est une zone où il y a toujours un mâle qui brame là. Et après, toute la partie dessous là aussi, c'est très très bon. Donc on va aller se placer tout doucement. La montagne commence à grogner. Il doit s'installer rapidement pour que son odeur se dissipe avant que les cerfs ne sortent du bois. Dès que les femelles vont commencer à bouger, les mâles déjà vont s'intimider entre eux. Et ils vont tout faire pour conserver les femelles à leur proximité. Donc c'est là que ça commence à bouger, où ils commencent à se défier les uns les autres par rapport à leur territoire. C'est exactement ce qu'il a filmé 15 jours auparavant. Ben là, c'est deux mâles en fait qui se défient un petit peu, qui se jaugent au niveau de leur force, quoi. Caché au même endroit, il espère capturer le même instant. Le photographe a d'abord chassé, pendant 20 ans, un peu les perdrix, beaucoup le chamois, toujours dans des milieux difficiles d'accès, une chasse sportive qu'il a décidé d'abandonner. La finalité me gênait, voilà. La finalité de la chasse me gênait. La mort. Oui. Voilà, c'est une question que je me suis toujours posée, parce que c'est vrai que bon, quand on l'a au bout de la carabine, on tire et puis tout s'arrête finalement, pourquoi? Je me suis toujours posé cette question, j'ai jamais trouvé de réponse. Et j'avais commencé à faire un petit peu de photos parallèlement à la chasse. Voilà, je commençais aussi à avoir des choses différentes, avoir une proximité plus grande avec les animaux. Et du coup, j'avais plus de pulsions de chasse, quoi. J'ai préféré cette pulsion de chasse, elle a diminué au fil du temps, jusqu'à disparaître complètement, quoi, parce que je passais tellement de bons moments à les observer, des fois, sans qu'ils me détectent, que j'ai préféré pratiquer comme ça plutôt que chasser. Ah, puis il arrive, vous voyez là, la petite clairière là-bas en face. Dans la même clairière, presque à la même heure qu'il y a 2 semaines, le même cerf. Des moments précieux. Voilà pour le tableau de chasse. Chez les Marcons, à Tende, c'est le lièvre qu'on chasse. Le père suit les chiens, le fils tient le fusil. Il avait 15 ans la première fois qu'il a tiré un animal. C'était dans la montagne d'en face, un lièvre variable, celui qui blanchit en hiver. J'avais le cœur qui battait à fond, bon, comme aujourd'hui, hein, mais c'était différent. J'avais le fusil, mon père il était à côté, les chiennes elles étaient en train de monter, j'ai vu le lièvre monter, j'ai eu une grosse poussée d'adrénaline. Et après, bon, j'ai tiré, je l'ai pris et j'étais content. C'était vraiment un jour incroyable. Comme tous les jours où j'ai pris un lièvre, hein, c'est magnifique. Le fait d'arriver à le toucher le fait surtout d'avoir pris le lièvre, sachant que les chiennes, elles ont fait un boulot énorme, quoi. C'est pour, on va dire que c'est pour récompenser les chiens d'avoir pris le lièvre. Plus bas dans la vallée, ça y est, c'est parti. Les chiennes ont senti le lièvre. Elles vont se lancer à sa trace. Allez. La poursuite est engagée, mais le lièvre change de direction. Il va semer ses poursuivants. Les chiennes n'aboient plus, elles sont à nouveau près de leur maître. Ils l'ont perdu en bas. Un lièvre commun, le voici. Il passe sous le nez du chasseur qui ne tirera pas. Parce que les chiennes, elles sont pas derrière encore. Elles n'ont pas levé. Et alors pour l'instant, j'y tire pas parce que nous, on a des règles avec mon père. C'est de ne pas tirer un lièvre qui n'est pas mené par nos chiens. Là, elles l'ont pas trouvé en gros. Elles sont toujours en train de faire la pâture. Les chiennes ne passeront au même endroit que 5 minutes plus tard.
Ouais. Mais j'ai pas tiré, les chiennes, elles n'étaient pas derrière encore. Tous les chasseurs ne suivent pas cette règle, mais les marcons préfèrent tirer peu pour ne pas tarir la source de leur activité préférée. Pour nous, c'est un animal mythique. Il est emblématique de la montagne, de ces grands espaces. Et voilà, on adore ça. Et puis bon, quand on le trouve, on est émerveillé, quoi. Encore moi, après plus de 30 ans de chasse, je suis toujours autant émerveillé de le voir, de le chasser, de le poursuivre. Voilà, quoi. C'est ça, quoi. Ça s'explique pas, ça se vit. Voilà. Mais c'est vrai, quoi. Elles sont parties là. Le jeune il rigole. Mais il dira la même chose, il est comme moi. Il rêve la nuit, la veille il fait des rêves. Il se voit avec les chiens. Hein? Bien sûr, hein. La relève semble assurée, dans cette famille du moins. L'activité attire de moins en moins en France. Dans les années 70, les Alpes-Maritimes comptaient encore 18 000 chasseurs. Aujourd'hui, ils sont moins de 8 000 à prendre leur permis dans le département. Les chasseurs ne sont certes pas en voie de disparition, mais ils n'ont jamais été si peu nombreux. Ce sont des mesures qui feraient rêver tous les créateurs d'entreprises. Un crédit d'1 million d'euros, remboursable après 10 années d'exercice. Ces conditions de rêve, c'est ce que propose l'Algérie aux nouveaux entrepreneurs, pour beaucoup des Français issus de l'immigration qui vont tenter leur chance dans le pays de leurs parents ou de leurs grands-parents. Ils traversent la Méditerranée souvent bardés de diplômes, des diplômes qui ne leur ont pas toujours permis de se faire une situation en France. Ce qui était inaccessible ici devient possible là-bas. Algérie, le nouvel Eldorado, c'est un reportage de Karim Baïla, Laurent Esnault et Alban Poitvin. Mercredi 6 décembre 2017, le président de la République Emmanuel Macron se pose à Alger pour la première fois depuis son élection. Objectif de ce voyage, renforcer les liens commerciaux. Le diaspora, les binationaux. Pour le président français, les binationaux sont une chance pour les relations économiques entre les deux pays. Ils doivent être aujourd'hui au cœur des relations franco-algériennes. Je suis éminemment convaincu parce que ils ont une connaissance de l'autre rive de la Méditerranée, une capacité à faire. Il faut les prendre comme une chance et les aider justement à entreprendre. Des Français d'origine algérienne qui ont choisi d'investir en Algérie. Aujourd'hui, ils seraient environ 30 000. Parmi eux, il y a Fela, la créatrice de smartphones. Notre volonté, c'est de proposer aux Algériens un produit de qualité, donc, qui peut répondre à leurs exigences. La blanche. Tout à l'heure, on a vu la rouge. Kader, l'exportateur de produits agricoles. Les compétents, le savoir-faire, c'est les bienvenus. Ici, on leur fait des ponts d'or. Et puis Bachir, l'architecte en vogue de Marseille. Alors, mon souhait, c'est de transférer mon savoir, d'importer justement ce que j'ai appris à faire ici, de l'autre côté de la rive. Pourquoi ont-ils tout quitté pour cette nouvelle vie et comment la double culture peut être une valeur ajoutée pour investir en Algérie? Voyage au pays où les beurs ont trouvé un Eldorado. Au centre d'Alger, un nouveau quartier d'affaires. Fela a quitté Nice il y a 3 ans pour s'installer ici. Avec son mari, ils ont créé une société spécialisée dans les nouvelles technologies. Dans ces locaux, une dizaine de personnes travaillent pour mettre au point un projet ambitieux. Fabriquer un smartphone 100% algérien. Et pour relever ce défi, Fela a embauché une vingtaine d'ingénieurs. On a récupéré des experts de haut niveau qui sont aujourd'hui parmi nous. Et pour la plupart, ce sont des ingénieurs certifiés avec des certifications de haut niveau. En quelques mois, la petite équipe a mis au point ce smartphone haut de gamme, destiné au marché africain et européen.
On est en phase de lancement de notre marque et on souhaite que cette marque se positionne avec force en Algérie et aussi à l'international. Et pour son premier salon à l'étranger, Fela a choisi Marseille. La cité phocéenne est la ville en France où la communauté algérienne est la plus importante. Depuis 2 ans, le Parc Chano accueille le salon de l'Algérie. C'est une vitrine des produits du pays. Fela est la star du salon. Son smartphone, qui en est pourtant qu'au stade du prototype, séduit tout le monde. La presse, les officiels, le public. Le produit sera lancé en Algérie. J'ai tenu à ce que ça soit un nom arabe. Tous veulent déjà l'acheter, car il est made in Algeria. On a beaucoup misé sur l'élégance. Fela a touché sa cible, la communauté algérienne de Marseille. Ce genre d'initiatives doivent peut-être se multiplier pour qu'on arrive réellement à un positionnement important à l'échelle internationale. L'objectif de ce salon, c'est aussi de présenter les opportunités d'affaires en Algérie. Et pour cela, des experts exposent des chiffres attractifs. Pourquoi faut-il investir en Algérie maintenant? Ils montrent ce petit film sur le potentiel économique du pays. Un pays dont les investissements majeurs ouvrent des perspectives nouvelles et contribuent aussi au mouvement d'intégration régionale en Afrique. C'est une façon de dérouler le tapis rouge aux Franco-Algériens présents dans la salle et peut-être à les inciter à rentrer au pays. J'invite toutes les personnes d'origines algériennes, en France principalement, de regarder de l'autre côté de la Méditerranée. Il y a des opportunités. Oui, il y a plus de risques, c'est plus compliqué, mais les rendements sont substantiellement supérieurs. Donc il y a des success stories dans les call centers. On peut faire fortune, mais comme partout, avec beaucoup de travail, beaucoup de volonté et de la ténacité. Ce climat d'affaires favorable intéresse Bachir, architecte d'intérieur à Marseille. Ça permettra peut-être de créer un pack complet qu'on peut leur proposer. Le jeune homme a compris qu'en Algérie, tout est à construire. Il démarche les stands à la recherche d'informations et de nouvelles opportunités. Alors, on a une entreprise déjà installée sur Marseille, spécialisée dans l'immobilier et l'architecture. Et on a un souhait, c'est de nous installer en Algérie. Forcément, vous avez trouvé votre bonheur. En Algérie, c'est un marché qui est très porteur dans votre domaine. Donc moi, ce que je vous propose... Le jeune architecte est emballé. Mail, contact, avec une demande précise. On a vu vraiment qu'il y avait un engouement même autour de nous, ce qu'on voulait mettre en place. Et derrière ça, on voit qu'il y a des facilités, des opportunités aussi. Donc ça nous met dans de bonnes conditions et ça nous donne un peu confiance sur notre prochain projet, tout à fait en Algérie. Bachir a grandi dans les quartiers nord de Marseille. Aujourd'hui, c'est un architecte en vogue dans les beaux quartiers. Nasser, son ami d'enfance, l'accompagne partout. Il le connaît bien. C'est un passionné. Les gens passionnés, les artistes, comme je les appelle, c'est un véritable artiste. Même si je suis malvoyant, je sais que son travail est de qualité et je pense que vous allez le voir. Ah, Nasser. Donc voilà l'appartement. Bienvenue dans la dernière réalisation. Au 7e étage de cet immeuble de standing, une pépite. 120 mètres carrés de raffinement et de luxe. Et une vue imprenable sur la mer. Des appartements comme celui-ci, Bachir en a rénové des dizaines. C'est du très haut de gamme, on est sur des produits de luxe. Aujourd'hui, Bachir a envie de relever de nouveaux défis. Le regard du jeune architecte se tourne vers l'autre côté de la Méditerranée, l'Algérie, le pays de tous les possibles. Et il va apprendre une bonne nouvelle. Ce mardi 9 janvier 2018, le gouvernement algérien décrète un arsenal de mesures pour encourager les binationaux à investir dans leur pays d'origine. Tout porteur de projet doit se rapprocher des représentations diplomatiques. Bachir a rendez-vous avec Kader au consulat de Marseille. C'est un autre investisseur franco-algérien. On va voir des opportunités, mais c'est vrai que moi je pense que l'étape intermédiaire elle est intéressante du fait de ne pas tout lâcher ici et d'aller progressivement. L'expérience. Kader est né lui aussi dans les quartiers nord de Marseille. Son business, l'exportation de produits agricoles. Depuis 10 ans, il tente l'aventure algérienne, mais faute de moyens, il n'a jamais réussi à percer. Non, c'est pour ça, donc il y a une volonté. Aujourd'hui, je pense que c'est réellement faisable, c'est réellement concret, on peut rapidement
concrétiser un peu tous les projets que nous avons, notamment sur l'Algérie, qui est un pays très porteur et en attente justement de la diaspora, c'est-à-dire de la venue de cette diaspora sur le territoire algérien. Bonjour monsieur. Alors, on a rendez-vous avec monsieur le consul pour avoir des renseignements sur notre projet en Algérie. C'est un rendez-vous capital pour les deux Marseillais. Ils vont être fixés sur les aides que l'État va pouvoir leur apporter. Bonjour. Bonjour. Le consul a été chargé de recevoir tous les porteurs de projets et les accompagner. Merci de nous recevoir, monsieur le consul général. Bienvenue. De l'intéressé. Après les présentations, le diplomate leur détaille les mesures. Sachez que le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, son Excellence, a fait des mesures récemment relatives à l'investissement, à l'emploi de jeunes et à l'accessibilité au logement, en direction de notre communauté à l'étranger. Pour démarrer leur activité, Bachir et Kader vont pouvoir bénéficier d'un crédit gratuit, remboursable au bout de 10 ans d'exercice et d'une aide au logement. Franchement, je suis fier de vous parce que je vois des jeunes. Cet appel aux Franco-Algériens, c'est une résolution du nouveau code de l'investissement du gouvernement algérien. C'est ça l'orientation générale de notre économie maintenant. On veut sortir de la dépendance par rapport au pétrole. Et ce choix donc, vise à industrialiser le pays, à diversifier l'économie et à développer tous les secteurs. Les Marseillais ont obtenu toutes les garanties. Merci à vous d'être venus. Reste maintenant à se lancer. Il y a plein de choses à faire là-bas, ça on en a tous pris conscience. Maintenant qu'il y ait des outils à notre disposition, on en prend acte et à nous de les exploiter. Personne ne fera rien à notre place en Algérie ou ailleurs. Embarquement immédiat pour Kader. Pour développer son projet, il se rend tout de suite en Algérie. À 1200 km de Marseille, El Oued, une ville oasis en plein désert. Au milieu des palmiers et des dunes, des champs à perte de vue. On appelle ça des pivots. Depuis 20 ans, on cultive ici la pomme de terre, grâce à une technique mise au point par des ingénieurs français. Avec de l'eau et du fumier, le légume pousse à profusion dans le sable. Kader retrouve une vieille connaissance, Ali. C'est avec cet agriculteur qu'il avait tenté l'aventure il y a 10 ans. Ils avaient échoué. Ali lui confirme qu'aujourd'hui tout est possible grâce au crédit gratuit. Ce sont des crédits agricoles. Jusqu'à 10 milliards, 8 milliards. Aujourd'hui, l'agriculture est une priorité. C'est dans ce secteur que les aides de l'État sont les plus importantes, quel que soit le projet de développement. L'État facilite et donne beaucoup d'argent à celui qui vraiment y joue le jeu. Aujourd'hui, l'État donne jusqu'à 1 million d'euros à celui qui veut vraiment jouer dans le cadre de l'agriculture. Kader est convaincu que la pomme de terre du désert a tous les atouts pour séduire le consommateur marseillais, car c'est un produit rare. Cette pomme de terre pousse dans le sable. Donc elle ne passe pas après par le cycle du lavage. Toutes les pommes de terre sont obligées de passer par un cycle de lavage pour éliminer toutes les impuretés. Elle n'est pas exposée à des bactéries, donc elle est plus saine arrivée sur le marché. Le projet de Kader, exporter ce produit exclusif en Provence. Pour l'instant, il n'est destiné qu'à un marché local. Les producteurs ont du mal à écouler leur stock, 800 tonnes par an. Ta pomme de terre, c'est de l'or. Je vais t'apporter tous les moyens pour booster ton business et pérenniser ton travail. Tu verras, ton avenir est assuré et celui de tes petits-enfants. Jusqu'ici, toutes les tentatives d'exportation ont échoué. Faute d'accord avec les différents partenaires étrangers, la pomme de terre n'a jamais quitté l'Algérie. Je me dis, il y a beaucoup d'étrangers, il y a des Hollandais qui viennent là, chaque jour ils viennent là, ils veulent rentrer dans le cadre du partenariat, mais il y a une mésentente. Le marché à l'international fonctionne d'une manière homogène, que par contre ici le marché c'est encore archaïque. Ça ne passe pas. La double culture de Kader,
sa maîtrise du dialecte local, des plus-values pour gagner la confiance de ses agriculteurs. Marché conclu, ils vont pouvoir travailler ensemble. Ça m'arrange de travailler avec toi, car je sais que c'est du gagnant-gagnant. Dans ces conditions, je te suis jusqu'au bout du monde. Kader a trouvé un bon filon, un marché vierge, des agriculteurs qui ont besoin de ses compétences en négoce. Son savoir-faire va payer. Eux, ils vivent encore à l'ancienne. Je produis, je monte au marché, je vends, et voilà, et c'est tout. Et puis eux, ça les intéresse de travailler à l'international. Mais simplement, il faut juste un peu leur expliquer. Et ça, c'est pas donné à tout le monde de leur expliquer. Voilà. Donc le rôle des binationaux est essentiel. Bien sûr, mais il est même primordial. L'épopée algérienne commence bien pour le Marseillais. Il vient de signer des contrats juteux. Je ne pensais pas qu'il existait encore des pays où on peut vraiment faire ce qu'on veut. C'est-à-dire, dans n'importe quel domaine d'activité, il suffit juste d'avoir les compétences. Après quelques flâneries touristiques, Kader repart au pas de course, mettre en place son nouveau projet. Retour à Alger. Fela nous amène au cœur de son business. Après le succès du salon à Marseille, elle ne perd pas de temps. Il faut lancer la production. Donc là, on va à l'usine. À l'usine, d'accord. C'est une usine de montage de smartphones. On a fait les travaux d'aménagement et nous sommes en plein travaux. Fela et son époux ont rendez-vous avec le directeur de production. La jeune femme est pressée. Les choses ne vont pas assez vite. Bonjour. Ça va bien. Comment ça va? Les travaux, ça avance? Les locaux sont prêts, mais les machines tardent à arriver. Tout cet espace. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a assez de place pour essayer d'aménager comme on le veut. Et de l'espace, il y en a. 6000 mètres carrés destinés à accueillir une importante unité de production de smartphones en Afrique du Nord. Essayer d'optimiser au maximum, mettre le packaging de ce côté et essayer de rajouter des lignes de production de l'autre côté. L'usine est prévue pour accueillir 2 à 5 lignes de production. On prévoit au moins 180 ouvriers ici pour 2 lignes de production, 2 lignes de packaging, mais on peut étendre à 5 lignes de production, 5 lignes de packaging parce que les locaux sont grands. Et en chiffres, c'est combien de portables qui vont sortir de Alors en fait, chaque ligne produit 1000 à 1500 portables. Smartphones, voilà. D'accord. Donc par jour, bien sûr. Ça représente quoi comme quantité? Alors par mois, pour 2 lignes de production, ça va faire dans les 40 à 60 000. Ce jour-là, Kader est venu rencontrer Fela car la jeune femme est membre d'une organisation patronale algérienne. L'objectif de l'exportateur marseillais, créer un cercle d'entrepreneurs binationaux, une sorte de lobby pour peser économiquement. Je pense qu'ils vont profiter surtout de la clientèle franco-algérienne qui vont s'accaparer. Pourquoi? Parce que d'abord c'est des produits algériens. Et c'est des produits franco-algériens, parce qu'ils sont franco-algériens. Et puis il y a aussi le fait qu'on a quand même tout fait pour que les produits soient aussi au standard international. Donc on a vraiment veillé à ce que le produit soit de bonne qualité. Donc on a travaillé beaucoup sur la fiabilité du produit et également sur son design et son esthétique. Donc on a fait très attention à tout cela. L'envie d'entreprendre est sans limite. Avec leur savoir-faire occidental, ils se donnent tous les moyens pour conquérir le marché algérien. À l'est d'Alger, Béjaïa, en Petite Kabylie. Bachir vient d'atterrir de Marseille. Il retrouve ses racines. C'est dans ce village, celui de ses parents, qu'il va d'abord poser ses valises. Pour les villageois, Bachir a beau être né en France, c'est à leurs yeux un enfant du pays. Bien sûr, quand les immigrés reviennent, c'est d'apporter un plus pour l'Algérie. C'est-à-dire hein?
l'économie, la technologie, tout ça. Il le conforte dans son choix d'une nouvelle vie ici. Il y a du travail en Algérie, il y a beaucoup de dinars en Algérie. Merci. Allez, c'est parti. C'est dans la maison familiale qu'il va installer son bureau d'études provisoirement. Là, l'idée, c'est vraiment de m'appuyer sur les aides mises en place par l'État avec l'aide de 100 000 euros, le logement et peut-être aussi trouver un local pour créer un showroom, pouvoir inviter les clients, montrer un peu les projets. On a mis en place pas mal de moyens technologiques, notamment des visites virtuelles sur les projets, chose qui ne se fait pas énormément ici. Donc c'est vraiment apporter cette technologie, ce savoir au service du client et toucher cette clientèle qui a besoin de se projeter. Le jeune architecte ne chôme pas. Il a déjà réalisé les plans d'un projet touristique qu'il doit présenter à un riche investisseur local. C'est un projet d'auberge, donc on essaye d'apporter une autre approche à l'offre touristique qu'il y a actuellement sur le marché, notamment sur Bijaya. Et là, l'idée, c'est d'apporter dans un mini-complexe de 25 chambres tous les services que peut offrir un hôtel haut de gamme européen, donc avec des services type salle de sport, spa, bien-être, hammam, salle de massage. Architecte d'intérieur en France, Bachir va pouvoir faire ici de la construction à grande échelle. Un défi pour le jeune Marseillais, une première aussi. Alors vous allez où? On va chez le client, dans son showroom, là où il expose son matériel pour faire une petite réunion. Son client est à la tête d'une des plus importantes sociétés d'investissement touristique en Kabylie. C'est au Salon de Marseille qu'il a rencontré le jeune architecte et tout de suite, il a été séduit par sa French Touch, la touche française, le petit détail qui fait la différence. 3D des extérieurs pour valider le positionnement. Ce que je cherchais exactement, c'est de sortir de l'ordinaire. Donc je ne voulais pas faire un hôtel pour faire, ou faire une chambre pour dormir. C'est-à-dire le service? Une certaine touche qu'on n'a pas ici. Soit dans l'architecture, soit dans la finition, soit dans le détail, etc. Bachir a gagné la confiance de son investisseur. C'est un boulevard de projets qui se présente à lui. Pendant ce temps, Kader est passé à la vitesse supérieure. Pour mener à bien son projet d'exportation, le Marseillais a fait construire en urgence ses locaux dans les Aurès, au nord de l'Algérie. On a fait les grosses œuvres d'un hangar. Je compte installer ici une station de conditionnement. Kader exportera la pomme de terre du désert, mais aussi des dattes, tous les produits rares. Dans ce pays, il reste encore de la production qui est totalement naturelle, complètement naturelle, qui est au-dessus du bio. Kader a fait une étude de marché. Il est convaincu qu'il est possible de s'enrichir vite, car le marché est vierge. Du moment que vous avez un savoir-faire, une étude bien précise, bien définie, et en plus c'est facile, on n'a qu'à suivre les priorités du développement économique en Algérie. Et là, il y a de l'argent à faire à gogo. L'Algérie, en réalité, elle n'a pas besoin d'argent, elle a besoin de compétences. Les compétences, le savoir-faire, c'est les bienvenus. Ici, on leur fait des ponts d'or. Ce pont d'or, c'est l'aide de l'État qui lui permettra de construire des bureaux et de s'équiper en machines. Six mois ont passé. Les travaux de l'auberge de Béjaïa ont bien avancé. Au cœur des montagnes kabyles se dresse un bâtiment flambant neuf. Bachir est venu inspecter la fin des travaux. Voilà, on est dans le futur restaurant, sous la toiture, donc on a une belle hauteur. À l'intérieur, on reconnaît bien le style de l'architecte. Comme dans ses appartements de haut standing à Marseille, optimisation de l'espace, raffinement et ergonomie. Ça prend forme le résultat, Christian. Ça commence,
Sur les petites finitions, on a vu. C'est difficile les finitions aussi. C'est le plus important, c'est là où il faut être vraiment derrière des entreprises, c'est parce que... Pour les finitions, Bachir ne laisse rien passer. C'est important pour tout le monde. Lui, il a des idées autres que les nôtres, c'est pour ça. Ouais. Mais ses idées sont mieux que les nôtres. Voilà. Pourquoi? C'est nouveau? Exactement. C'est quelque chose de nouveau pour nous. On n'a pas l'habitude de travailler comme ça, exactement. On arrive avec une autre façon de travailler. Ouais, exactement. Et on ne doit pas imposer notre façon de travailler, on doit s'adapter aussi à ce qu'ils font, et ça c'est le plus important. C'est là où il y a la réussite ou pas d'ailleurs. L'architecte marseillais passe des heures avec les techniciens pour vérifier le moindre détail. Tu mets un placo, tu mets un petit joint silicone là, mais parce que ça va se dilater. Avec autour. Moi il va fissurer le placo. Il faut mettre un petit joint silicone entre la plaque de placo, l'habillage, tu fais la même chose en haut. C'est un perfectionniste. Avec lui, c'est au millimètre près. C'est des millimètres. Oui, il est très exigeant, je confirme. Si on se manque, il nous rappelle même le soir pour tout corriger. Mais toujours au fond de lui, il est bien. La vérité. D'ici quelques semaines, l'auberge de luxe ouvrira ses portes. Ce sera le premier spa au cœur des montagnes kabyles, classé 5 étoiles. Les affaires vont bon train pour nos 3 franco-algériens. Ils ont réussi avec brio leur envol dans leur pays d'origine. Fela a lancé la production de son smartphone. Elle prospecte les télévisions locales pour le faire connaître davantage. Kader parcourt toujours le pays à la recherche de fruits et légumes rares. Après la pomme de terre du désert, il a jeté son dévolu sur la fraise bio. Succulent. Les emballages sont prêts. Les produits vont pouvoir être envoyés à Marseille et inonder le marché du sud de la France et bien au-delà. On voit sur l'écran, c'est exactement le début. Quant à notre architecte, il démarche les fournisseurs pour lancer ses nombreux chantiers. Après l'auberge de luxe, il a été choisi pour construire un énorme complexe balnéaire à Tipaza, près d'Alger. Comme Bachir, Fela et Kader, ils sont de plus en plus nombreux, ces Français d'origine algérienne, à avoir changé de vie pour investir en Algérie. Ce sont les nouveaux bâtisseurs d'un pont entre les deux rives, preuve que l'histoire avance et qu'une page se tourne dans l'avenir des deux pays. L'émission touche à sa fin. Vous pouvez bien sûr revoir ces reportages sur notre site internet. Nous, on se donne rendez-vous le mois prochain sur France 3.